Donc c'est simplement le plaisir de pouvoir essayer de réfléchir avec vous à une forme de résonance par rapport aux questions abordées aujourd'hui. Il s'agit de vous proposer une sorte de divagation et voilà, quelques clés en interrogeant le champ de la représentation, le champ de l'histoire épistémologique, on va dire, et plus particulièrement la question de l'architecture. Et il est question pour vous de l'espace psychique essentiellement, et là je trouvais intéressant d'aborder la question de l'espace physique au XXe siècle, et plus particulièrement dans l'après-guerre, qui est sans doute un âge d'or pour la psychanalyse, pour les sciences humaines, pour le structuralisme, pour énormément de démarches alternatives. Voilà, il se trouve que pour l'architecture et la question de la ville et de l'espace physique et de la place faite aux enfants dans l'espace physique et dans l'espace construit, vous verrez qu'il y a des résonances intéressantes. Alors effectivement, la première chose à dire, c'est que le projet de la modernité, ce qu'on appelle le modernisme en architectural, la question de la ville moderne, moderniste, elle est prise par la question du fonctionnalisme. C'est-à-dire que la forme du paysage construit, la forme de nos villes, la forme de nos habitats répond à une idéologie fonctionnaliste, c'est-à-dire que les formes suivent un principe de fonction. Donc il y a une esthétique moderniste extrêmement aseptisée, voilà, avec des formes comme celles que vous avez là, qui sont que tout le monde connaît, et qui sont fondées sur le principe d'un homme standardisé. C'est-à-dire que l'humanité, dans ce grand élan moderniste mais qui se met en place dès le XIXe siècle, et la question du progrès, la question de la technologie, véhicule l'idée d'un homme effectivement standardisé, universel, où je dirais que la question de la subjectivité ne se pose pas. Et d'ailleurs, sans doute que la psychanalyse serait un des seuls endroits à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle où est posée la question du sujet dans son rapport à une forme de complexité, à une forme de subjectivité. Et donc du coup j'en arrive au fait que dans l'après-guerre, la question de l'architecture de façon radicale introduit une critique de cette idéologie fonctionnaliste propre au moderne, propre au modernisme. Et là on voit comment les recherches les plus avant-gardistes en matière d'architecture se nourrissent de la sociologie, se nourrissent de la psychanalyse, se nourrissent de l'étendue des champs, où justement il s'agit fondamentalement de sortir des catégorisations, des principes d'étiquette, des principes d'assignation, et donc beaucoup d'expériences à cette époque que certains reportages photographiques mettent en scène montrent cette capacité à poser la problématique architecturale qui reste une problématique rationnelle avec un principe universalisant d'organisation du monde, avec le principe d'un rapport complexe à l'existence. Et l'enfant, de ce point de vue-là, ferait figure dans les revues architecturales en Europe, en Occident, montre comment l'enfant deviendrait l'icône de ce qui achoppe à toute forme d'assignation. D'un principe, si vous voulez, l'idée du flux, l'idée du mouvement continu, et donc l'idée du nomade, l'idée du nomadisme, dont l'espace, dont l'aire de jeu serait la rue, voilà, puisqu'on est dans une époque liée aussi à la question de l'espace public. Il y a toute une sémantique qui apparaît à cette époque-là, la question de l'habiter. Il ne s'agit plus d'être un habitant, d'être un homme type, il s'agit d'être un habitant. Donc il s'agit d'avoir un rapport au monde beaucoup plus complexe. Et donc les architectes qui ne renoncent pas à l'idée d'une forme scientifique et rationnelle pour embrasser la complexité du monde, communiquent à la tribune internationale des congrès d'architecture moderne, par exemple, au début des années 50, à travers ce principe d'une grille, mais qui est aux prises avec ce principe de l'enfance. Alors évidemment, il y a beaucoup d'images iconiques dans le champ des artistes et des architectes de cette époque, ici Louis Ronis, qui mettent en scène l'enfant dans l'espace public, dans ce rapport de poésie, dans ce rapport insaisissable aussi. Et c'est là toute la problématique des artistes, de capter, de saisir ce mouvement continu. Ici, quelques photos avant-gardistes en la matière, parce que c'est Hélène Levitt, qui est une photographe new-yorkaise, qui dès la fin des années 30 va à la rencontre des enfants des rues et livre avec beaucoup d'émotion ces images. On parlerait peut-être d'hyperactivité, ces enfants qui sont en mouvement continu précisément, mais qui sont dans une expérience effectivement de grande vérité par rapport à ces concepts anthropologiques qui
qui vont prendre énormément d'importance dans les années 60. Ici, puisque ici l'idée du masque, par exemple, nous renvoie à un imaginaire chaotique, carnavalesque, et j'ajouterais juste que beaucoup d'anarchistes, beaucoup de libertaires, en fait, en architecture à cette époque, proposent des modèles justement capables d'associer ce rapport à la globalité du monde à articulé à la forme de l'intime, l'idée d'un désordre structurant, d'un désordre nécessaire à embrasser la complexité du monde. Très rapidement, évoquer avec vous une très belle expérience dans les quartiers populaires de Naples en 1970, par un architecte, Riccardo D'Alisi, qui est un artiste aussi, et qui descend dans les quartiers populaires de Naples les plus pauvres, les plus marginaux, avec ses étudiants en école d'architecture pour se livrer à des ateliers de construction, de construction avec les enfants. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça est une expérience pédagogique, c'est-à-dire que les étudiants vont apprendre à construire, à fabriquer l'espace et l'objet construit au contact des enfants à travers une chaîne extrêmement poétique de réinterprétation. L'architecture ici est affaire d'interprétation. Et j'évoque ça parce que D'Alisi, cet architecte, se nourrit de la pensée de Chomsky, se nourrit de la pensée de la linguistique, du langage, et va essayer de mettre en mouvement une géométrie générative et une géométrie du hasard, une géométrie de l'imprévisible. Il parle d'une architecture de l'imprévisibilité qui s'incarne au contact des enfants, les enfants qui vont proposer à partir de formes, à partir de maquettes, de petites maquettes de cette géométrie générative, les enfants vont réinterpréter, se réapproprier ces modèles à travers le dessin, à travers le design, à travers l'objet, dessin, broderie, dans lesquels on retrouve ces formes génératives. Dans un rapport de va-et-vient extrêmement enrichissant pour les enfants, pour les étudiants. Donc il y a une série de dessins, d'archives conservés dans la collection où je travaille, qui donnent à voir ces enfants avec ce rapport ritualisé aussi. On voit la peinture sur le sol, qui renvoie au graffiti qu'on voyait tout à l'heure, de ce rapport effectivement à un territoire imaginaire, en tout cas territoire dans lequel la dimension du rite, la dimension du symbolique est d'emblée omniprésente. J'aime bien aussi ces planches où vous voyez comment les petits dessins des enfants à travers le jeu vont être tout en haut à droite, vous avez un petit dessin d'enfant qui va être à son tour transmis aux étudiants qui vont tenter de rationaliser ce dessin dans un objet triangulatoire, ici en l'occurrence comme par hasard, on sort des logiques binaires, et puis les enfants vont confectionner aussi des objets en papier recyclé, donc tout ça en toile de fond vous avez la contestation du pop, la contestation d'une société publicitaire, de consommation. Il s'agit de sortir de cette logique univoque pour introduire un principe écologique de recyclage du monde, de réinvention, de réimagination, et ces objets pauvres à partir de matériaux récupérés deviennent des trônes. Donc on est aussi dans une sémantique du carnaval où l'objet le plus pauvre devient le plus riche, dans une recherche de requalification sociale d'un quartier difficile et de réinsérer les enfants socialement par ce travail de créativité. Ce rapport alternatif, scientifique en même temps, qui s'arrime à des principes théoriques scientifiques, il renvoie peut-être à ce que Deleuze et Guattari dans Mille plateaux parlent d'une science mineure, une science nomade, quelque chose qui résiste, qui achoppe aux logiques, on va dire, homogénéisantes de la science officielle, de la science royale, pour reprendre leurs mots. Et donc il s'agit effectivement de chercher des expériences localement resituées dans des lieux, et je dis ça par rapport aux questions qui sont les vôtres aujourd'hui, de maintenir localement, puisqu'on est tous écrasés par ces logiques homogénéisantes, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être oui se regrouper, mais localement inscrire des lieux de maintien de ce mouvement. Et j'aimais bien cette installation d'un artiste, Kader Attia, qui était présenté à la Biennale de Lyon en 2005, qui est un artiste algérien d'origine, nomade lui aussi, qui présente à la Biennale de Lyon cette cour de récréation dans une cage
au milieu de l'espace d'exposition, vous avez ces enfants qui sont figurés par donc ce sont des figurines en graines, ce sont des graines et donc avec des pigeons qui vont du coup pendant toute la durée de l'exposition, sur plusieurs mois, eh bien, picorer peu à peu les enfants jusqu'à ce qu'ils détruisent et aussi leur chier dessus, pour parler voilà, vulgairement. Donc là, il y a une inquiétude, évidemment, quelque chose de très angoissant à travers l'idée de cette cage, mais surtout par rapport à l'idée d'un mouvement de sidération, ces enfants qui sont figés, un mouvement interrompu, et c'est sans doute là l'horreur la plus patente, tout en travaillant bien sûr sur l'imaginaire inquiétant des pigeons des villes et de tout ce que ça véhicule comme inquiétant par rapport à la logique hygiéniste pour boucler la boucle avec le projet moderniste. On a quelque chose là avec le pigeon, avec ses fientes, avec ses plumes qui vient salir, enfin qui vient nous parler de quelque chose d'organique et qui appelle sans doute le Karcher. Voilà, merci. Donnez-moi votre pouls. Allons donc, que l'on mette comme il faut. Ouh là là, voici un pouls qui fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. De quoi souffrez-vous? J'ai des maux de ventre. Que sentez-vous? Souvent, je ne vois pas très clair dans mes sentiments. Tyraline. Je tripote souvent mes cheveux, je me tortille, j'ai des problèmes de fixation d'attention. Tyraline. Je n'aime pas obéir aux règles et je suis distraite. Tyraline. J'ai des sensations physiques que même les médecins ne comprennent pas. Tyraline. J'aimerais avoir une mère différente de la mienne. J'ai un comportement immature, je raconte des histoires inventées, mens, rêvasses, fanfaronne, Tyraline. et collante, excitable, cruelle, aime attraper les mouches et les tuer. A besoin constamment d'être rassurée, veut tout commander, ne termine pas ce qu'elle a commencé, dérange les autres enfants, a des problèmes de sommeil, manque d'autonomie, ne connaît que 10 lettres de l'alphabet sur 26, ne tient pas en place. J'ai des problèmes d'évacuation intestinale. Tyraline. Qui est votre médecin? Le docteur Jacques Divan. Alors là, cet homme-là n'est point inscrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Que vous prescrit-il pour votre rééducation? Et que vous ordonne-t-il pour votre handicap? Du temps. Oh, ignorant. De parler. Ignorant. De dessiner. Ignorant. De jouer. Ignorant. De chercher. Ignorant tous, ignoranta, ignorantum. Vous avez une dyslexo, dysgrapho, dyscalculo et orthographo-praxolepsie hyperactive. C'est de la tyraline qu'il vous faut. Quand je lui donne un peu de tyrannie, tout de suite son regard s'illumine. Moi je suis un petit volcan. Pour les autres, c'est pas toujours marrant. En devant un peu de tyrannie, je suis sûr que tout le monde est content. Tyraline, on en reprend. Quand on prend un peu de tyrannie, on est sûr que tout le monde est content. Tenant des amphétamines à effet euphorisant, permettant de lutter contre les comportements inadaptés et toutes les formes de TDAH, trouble du défi
Un petit mot sur ce rapport de la Fourcade. Juste, voilà, très rapidement, parce que effectivement, c'est quand même quelque chose qui est assez préoccupant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et juste une illustration de la façon dont les choses sont dites. Donc dans ce rapport, il est dit qu'il faut renforcer la continuité et la diversité des soins et de l'accompagnement. Et en dessous est listée la façon de procéder pour justement renforcer cette continuité et cette diversité des soins et de l'accompagnement. En premier point, on trouve développer les techniques cognitivo-comportementales. En deuxième point, on trouve développer la remédiation cognitive. Parce que cette technique de réhabilitation psychosociale est susceptible d'améliorer grandement le parcours de vie de certains usagers de la psychiatrie, comme par exemple ceux qui souffrent de schizophrénie. En troisième point, on trouve que dans ce même esprit, on facilitera le développement de la psychoéducation. En quatrième point, il est mentionné qu'il faudrait réfléchir et mettre en œuvre la télémédecine. Et puis enfin, en cinquième et sixième point, on parle de l'accès aux diverses psychothérapies et bien sûr de la possibilité d'action et d'innovation des professionnels. Donc voilà, quand on regarde un petit peu la diversité qui est offerte, on peut un peu se poser des questions, puisqu'on ne voit pas tellement beaucoup de diversité entre la remédiation cognitive, les techniques cognitivo-comportementales et la psychoéducation. Voilà. C'est la diversité qui est proposée dans ce rapport, par exemple, page 58. Crétin! Crétin! Imbécile! Débile. Idiote! Complètement demeuré. Retardé! T'es fou! Mais toi, t'es démente. Et toi, t'es complètement schizo. Ah, dégénéré. Parano. Gogol. Triso. Maniaque. Obsédé. Taré. Pervers. Complètement dérosé. Et toi, stressé. Psychopathe. Maso. Stupide. Merci. Bon, voilà bien des mots qui ont immigré de la médecine au langage courant et du langage courant à la médecine. Ça arrive bien souvent. Actuellement, autiste devient une insulte dans les cours d'école, et pas que dans les cours d'école. Et les transferts de mots d'un domaine à un autre sert en général à exprimer quelque chose autrement ou à dire ce que le langage ne pouvait pas dire avant. En linguistique, on a appelé ça une catachrèse. Les catachrèses, c'est comme cet objet qu'on appelle une clé USB. Quand on a inventé cet objet, on n'avait pas un mot pour dire, on a associé à une clé, et ça n'est pas une clé. Ce qui tient les tables, pour pas qu'elles tombent, on appelle ça pied de table, mais il n'y a pas de pied. Donc c'est des mots qui viennent de l'anatomie, qui viennent d'ailleurs, les dents de scie, ces machins qui partent des avions, j'entendais l'autre jour Gori en parler, on a appelé ça aile d'avion, mais on n'y voit plus de métaphore, on n'y voit plus cette importation du mot d'ailleurs. L'avion n'a pas d'aile, ça n'est pas un oiseau, les métros n'ont pas de bouche, et les affiches n'ont pas de tête. En ergonomie, on appelle un usage catacritique dans la science des objets. Quand quelqu'un utilise par exemple un tournevis comme un marteau, c'est une catachrèse aussi du geste quand on prend un couteau comme un tournevis. Ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est de dire que handicap, le handicap handicapé, est aujourd'hui une catachrèse. C'est un mot transposé qui vient d'ailleurs et qui prend aujourd'hui les domaines du soin. Handicap, handicapé sont des mots et une problématique à usage social, voire politique, absolument légitime, transposée au domaine du soin psychique. C'est ça que j'ai appelé l'expansion du domaine du handicap. Ce terme s'applique et remplace désormais ce qui était normé autrefois, peut-être pas toujours heureusement, comme folie,
quand on parlait de retard mental, déficience, névrose, autisme, inadaptation, quand on parlait de soins, des psychologies, la psychophobie dont parlait tout à l'heure Dardo, ce qui permet à certains parents de dire il n'est pas malade, il est handicapé. Handicap est une notion vague qui a voyagé aussi d'Angleterre, en étant un mot qui vient d'ailleurs, d'un autre horizon sémantique. Il a une prétendue neutralité qui lui permet aussi de s'infiltrer plus facilement. Si on appelait handicap déficience, ça passerait beaucoup moins bien. D'usage philanthropique ou social, comme je vous disais. Dans la loi même 2005, handicap est une limitation d'activité ou restriction des participations à la vie en société, subie passivement, dans son environnement par une personne. La confusion vient du fait que cette description sociale, elle est basée sur une définition médicale. Les définitions médicales dans la loi sont une réduction des possibilités sociales de la personne due à des problèmes physiques. Et après, il y a trois choses qui concernent la psychiatrie. Des problèmes mentaux, cognitifs ou psychiques. Vous voyez, ils ont spécifié les trois. La loi de 2005 sur le handicap et ses implications sont sûrement pavées de très bonnes intentions. Je ne vais pas ici faire un bilan général de cette situation. J'aimerais seulement, en quelques minutes, décrire cette expansion du domaine du handicap, et je pense qu'il sera assez bien illustré par Sandrine par rapport à l'école. Alors, les implications de ça dans la psychiatrie. En psychiatrie aujourd'hui, les soins même, ne vaut pas grand-chose. Ils perdent de sa valeur, ils perdent y compris de sa valeur marchande. C'est pourquoi plusieurs institutions, centres de consultation et hôpitaux psychiatriques se voient bradés, délocalisés ou amoindris. Autant des signes d'une crise de légitimité qui traverse la psychiatrie de notre époque. Nous connaissons bien les polémiques et les mises en cause visant les abords psychologiques, tels la psychanalyse, dans leurs prétentions thérapeutiques. Ailleurs, je tiens à vous rassurer, ça n'est guère mieux. Malgré une large diffusion des traitements psychotropes, la chimie du cerveau n'a toujours pas tenu ses promesses et déçoit également. Ça fait quand même 70 ans, depuis les années 50, depuis l'invention des psychotropes et la psychochimie, les neurotransmetteurs, tout ça, que ça ne guérit toujours pas. Il a 70 ans, il nous promettait que ça allait un jour guérir la folie, notamment les schizophrènes et la dépression, et ça n'a toujours pas trouvé la cause de la folie. Malgré des milliers d'annonces triomphales tous les ans et répétées de la découverte, qui du gène, qui de la molécule, responsable de la schizophrénie, de la dépression, de l'autisme, nous n'avons toujours pas une seule piste indiscutable. Aucun test sanguin ou autre chose capable de sceller un diagnostic d'une maladie mentale de ce type. Si notre société prescrit encore autant de psychotropes, c'est parce qu'ils ne coûtent pas trop cher et que nous n'avons pas mieux. Si chaque comprimé d'antidépresseur ou de neuroleptique coûtait 100 €, je pense que la pratique changerait radicalement. De nos jours, le nouvel espoir, comme vous le savez, vient des images informatisées du cerveau, ce qu'on appelle pompeusement neurosciences, au pluriel s'il vous plaît, et un néolocalisationnisme qui maintenant s'attaque aux soins. Ils ne décrivent pas seulement, ils ne font pas que du cognitivisme, ils commencent à faire à nouveau des psychochirurgies avec des électrodes, etc. Certains voudraient faire coïncider, comme a dit Pierre Dardo, faire coïncider handicap, maladie mentale et déterminisme organique. Quoi qu'il en soit, avec l'actuelle crise de légitimité qui affaiblit la psychiatrie et d'efficacité de la psychiatrie classique et sa conséquente dévaluation, nous assistons à un flottement qui favorise cette expansion du domaine du handicap ou sa catacrèse, qu'il entre dans un champ qui n'était pas le sien. Mais quel est le problème, me direz-vous? Le problème, c'est que handicap et cette idéologie, et l'handicapé, sert trop souvent à la fois d'euphémisme, pour certains c'est refoulement, pour ne pas nommer, ni même penser des situations qui sont complexes et bien graves.
Le deuxième problème, pour aller vite, c'est que ce mot aujourd'hui sert d'assignation douce d'un comportement qui devient un comportement déviant, qui devient un comportement anormal. Il faut comprendre que cette signification et l'usage de handicap du social gagne la psychiatrie. À son tour, la psychiatrie gagne la société. Il y a quand même énormément d'enfants caractérisés comme handicapés à coup de certificats psychiatriques. C'est une entrée sournoise de la psychiatrie dans le champ social sans montrer son nom. J'ai fini bientôt. C'est l'expansion donc du domaine du handicap transposée à la psychiatrie a permis l'inclusion de certains. Elle a créé deux choses pour terminer. C'est ce que j'appelle la ségrégation médicale, qui est très palpable à l'école. Nous assistons à une médicalisation outrancière de l'échec scolaire, dont les mécanismes seront dits tout à l'heure, et qui transforme les difficultés pédagogiques, sociales, familiales en anormalité et avec le handicap. Je pense qu'il y a plus de 200 000 enfants considérés handicapés à l'école. J'aimerais bien savoir combien ne relèvent absolument pas de la psy. Sachez que 90% des diagnostics, par contre, sont psychiatriques. Elle est tellement outrancière comme à Paris, la MDPH et les écoles exigent un certificat MDPH pour pouvoir proposer un redoublement. C'est ça la médicalisation de l'échec scolaire. Par ailleurs, les enfants gravement souffrants, aujourd'hui, bénéficient de moins de soins psychiques qu'auparavant. Pour terminer, le deuxième mouvement est la relégation médicale des incurables. Très concrètement, plusieurs lieux de soins d'autrefois, comme les hôpitaux, se voient soit tout simplement fermés, soit transformés en un lieu d'accueil où il n'y a accueil entre guillemets, où il n'y a ni soins, ou presque, ni malades mentaux. C'est-à-dire, une fois chronique et incurable, la maladie psychiatrique se voit transformée en handicap. Et ce qui était un patient est actuellement un handicapé. Et il est prié de quitter les champs du soin pour être maximum pris en charge ou gardé. Il est important de comprendre que ces deux réponses, régulation médicale et ségrégation médicale, outre l'économie visée, se passent absolument de l'ambition des soins. Dans leur mise en place, les soignants, vous et moi, nous sommes convoqués pour donner une caution et le soignant se voit pratiquement réduit au rôle non pas des soignants, même il doit perdre des fois le rôle des soignants pour devenir expert. Les médecins servent ici à la validation du dispositif. Ils ne doivent non plus traiter, mais attester, certifier, orienter, maximum, faire les tri pour dire dans quel wagon chacun devra monter. Merci beaucoup. Deux mots juste pour présenter Sandrine, qui est pédopsychiatre en CMP et en CMPP à Paris et qui va donc nous parler de son analyse de l'école. Voilà, merci Cécile. Pas de mon analyse de l'école, mais je vais parler de ce qui se passe à l'école. Alors, de ma place de pédopsychiatre, dire à l'école « il y a de l'enfance effacée », ça veut dire quoi? Ça veut dire parler de mon intranquillité en recevant chaque jour des enfants en difficulté scolaire, en participant à l'école à des réunions appelées désormais ESS, en écoutant la souffrance au travail des psychologues scolaires, en entendant des assistantes sociales se former pour repérer une radicalisation chez l'enfant, en remplissant un certificat médical pour un enfant, le déclarant ainsi porteur d'un handicap psychique, seul moyen d'obtenir une scolarité adaptée aujourd'hui, en constatant le recours aux actes et à la paperasse au détriment d'une réflexion partagée, indispensable pour un enfant en grande souffrance. Quel sens donner, je vous pose la question, aux exclusions scolaires de jeunes au collège comme unique réponse à leur impasse, à l'intervention récurrente de la police au sein des écoles primaires, aux plaintes déposées du corps enseignant comme des parents, à l'échec scolaire abattu de plus en plus du côté du signifiant handicap, laissant notre responsabilité collective en jachère. Faisant partie d'une génération qui a vécu certains points de basculement, impossible pour moi de rester indifférente à ce sacrifice institutionnel assumé par des politiques, surtout parce qu'ils créent des mots
qui, en bout de chaîne, sont portés par des enfants amenés au CNP pour rencontrer un psy. De quels mots s'agit-il? MAUX et MOT. Les enfants à problème sont devenus des cordes de 10. Dyspraxie, dyscalcule, dysgraphie, de troubles oppositionnels, d'hyperactifs, de troubles attentionnels, de précoces à haut potentiel, tous estampillés handicap psychique par la MDPH. Une fabrique de sigles qui marque dans la chair et valorise encore davantage le traitement des effets et non des causes du système scolaire français le plus inégalitaire de l'OCDE. Désigner les enfants d'agités, de violents, d'inattentifs, en échec scolaire, sans prendre la mesure de décisions politiques qui pèsent lourd sur le terrain, c'est ça, effacer l'enfance. Je cite, et je parle de fermeture accélérée de classes uniques dans les villages ou dans les grandes villes, du maintien des classes surchargées, de diminution des effectifs non seulement d'enseignants, mais surtout du personnel qui les entoure, qui font enveloppe et liens, médecins, psychologues, assistantes sociales scolaires, de disparition des RASAD, des maîtres E et G, des classes d'adaptation, disparition également des commissions d'orientation, les CCPE, qui faisaient mener un travail de réflexion entre partenaires du réseau local, disparition enfin de la plupart des unités de formation des maîtres. Toutes ces instances avaient une fonction commune de continuité, de faire du lien dans la dimension symbolisante, c'est-à-dire en prenant compte d'un sujet, d'un environnement, d'une pensée collective et du temps nécessaire pour trouver une solution sur mesure, donc subjectivante. Au prétexte comptable, le démantèlement de ce savoir-faire a été remplacé par un nombre incalculable d'emplois de services précaires. Ce tour de passe-passe s'est fait grâce à l'expansion d'un pouvoir techno-bureaucratique dont les visées gestionnaires, comme baisser le chiffre du chômage ou renier sur l'éducation nationale, la santé ou la justice, ont abouti. À l'école, deux contrats récents le prouvent en cisaillant un peu plus la branche. En 2005, l'avènement de la MDPH et en 2013, la réforme des nouveaux rythmes scolaires. La MDPH, en s'invitant à l'école, est la pire des ombres. Elle déplace l'axe pédagogique en imposant le signifiant handicap et sa corde de prescription comme solution mensongère. AVS, inclusion, ULIS, allocation. La pédagogie, comme la psychanalyse, doit s'appuyer sur une autonomie qui n'existe pas encore afin d'aider à la création de l'autonomie du sujet. Cet impossible est en fait double, car cette autonomie doit s'effectuer dans le cadre d'une société hétéronome, c'est-à-dire avec des institutions existantes que le sujet doit absorber et intérioriser. Castoriadis nous le rappelle. Être enseignant, psychanalyste, éducateur, c'est supporter cet impossible, l'assumer, en être garant en quelque sorte. Pourquoi l'acquisition de l'autonomie est-elle incontournable? Elle soutient une subjectivité capable de réflexion, de critique, de volonté, et précède la mise en place du politique. Devenir un être politique, c'est être capable de gouverner et d'être gouverné, selon Aristote. Tricoter inlassablement entre institut et instituant, mettre le savoir au service de la politique, de l'enfant, de l'enseignant et de la cité, voilà du politique qui érige la pédagogie. Guattari, philosophe psychanalyste, défendait qu'apprendre, c'est avant tout déconstruire pour inventer sans cesse et se donner les moyens d'expérimenter ce mouvement. À l'école, aujourd'hui, apprend-on au gré de ces expériences? J'en doute. En tout cas, pour promouvoir dignement un processus éducatif d'apprentissage, il faut des conditions sur lesquelles on ne peut déroger. Il faut des conditions d'espace-temps qui soient aux dimensions strictes de l'enfant, ainsi qu'une obligation de moyens que nos amis scandinaves prônent comme le meilleur avenir pour le pays. Rester sourd à cette priorité en pérennisant un système pédagogique proche des logiques néolibérales avec des fausses solutions clés en main comme la MDPH, c'est prendre un risque colossal pour demain. En matière d'éducation, pour nous faire oublier, la réforme stérile à la française de fausses avancées voit le jour, comme par exemple les nouveaux rythmes scolaires depuis 2013 ou la promotion d'outils informatiques en classe cette année. J'y vois un effet d'attraction exercé sur l'enfant et de séduction démagogique auprès des parents. Pire, une forme de consumérisme de l'activité d'apprentissage qui viendrait renforcer bien justement ce que la société sécrète déjà trop. Une temporalité saturée qui équivaut à un effacement du rêver en flânant qui serait supplanté par l'agir dans l'instant. Offrir aux enfants, aux instituteurs, des espaces de flânerie, des temps de rêverie,
me paraît primordial. Hannah Arendt prône un espace protégé pour penser, un espace inviolable, une sorte de suspension loin du monde foisonnant, un rythme lent. Se créent alors les conditions d'un dialogue intérieur. Cette activité pensante forge l'apprentissage de la capacité de juger dans des situations inédites et de nous sauver des désastres, souligne Sèvres. Nous avons tous été confrontés au nouveau visage du désastre. Alors donnons à nos enfants la capacité réflexive et républicaine d'y faire face, loin d'une visée sécuritaire. Demain à l'école, battons-nous pour soutenir et fédérer les initiatives citoyennes en marche. Battons-nous pour que les écoles ne soient pas uniquement la manne d'une technocratie qui tue la démocratie. Battons-nous pour construire un grenier à savoir qui englobe l'écologie, la philosophie, les arts de l'éducation populaire. Battons-nous pour la promotion de vrais espaces de vie où l'expérience de penser le monde puisse aussi bien se faire, le crayon sur la feuille, les mains dans la terre, les yeux dans le ciel, les pieds en éventail, le corps en mouvement, l'oreille qui traîne. Au début des années 60, Pasolini raconte, à cause de la pollution atmosphérique et dans les campagnes, de la pollution des eaux, les lucioles ont commencé à disparaître. Ça a été un phénomène foudroyant et fulgurant. Les projecteurs d'une modernité hégémonique se sont braqués sur les individus et ne les ont plus lâchés. Les lucioles sont mortes, les différences ont cessé d'exister. Tout a été écrasé par le règne marchand. Puisque nous connaissons le coût de cette obscurité-là, battons-nous. Je vous remercie. Alors moi je voudrais vous parler de Freud le pédiatre, et avec une hypothèse sur pourquoi on a ignoré, y compris Freud lui-même a ignoré délibérément cette partie de sa formation, de son travail. Et dans l'histoire de la psychanalyse officielle, il y a très peu, moi j'ai su que c'est récemment, l'intensité du travail de Freud, de 1885 à 1895, 3 jours par semaine, il travaillait à la polyclinique du docteur Kassovitz à Vienne, une polyclinique pédiatrique. Et quand Freud écrit sur son histoire et sur l'histoire de la naissance du mouvement analytique, il n'en parle pas. Il dit même qu'à partir de, dans les années début 1900, il n'a pas reçu d'enfant. Alors ça, je l'ai lu dans un article d'un historien italien, Carlo Bonomi, qui fait l'hypothèse que Freud ne parle pas, enfin, il ne dit pas refoulé, mais enfin met de côté cette partie de son histoire, parce qu'il aurait été traumatisé par un mois de stage à Berlin, que Freud donc fait en 1885, dans le service du docteur Baginski, service dans lequel, c'est un service qui est à la pointe de thérapie qui a cours également en France à ce moment-là, qu'à chaque fois, et c'est très souvent, qu'on considère que la cause de l'agitation d'un enfant, de son excitation, de son immoralité, puisque c'est des mots plutôt de l'époque, à chaque fois que la cause est identifiée, est considérée comme sexuelle et comme due à une trop fréquente pratique de la masturbation par l'enfant, eh bien, il y a des opérations qui sont décrites dans les manuels de pédiatrie de l'époque, opérations chirurgicales, décrites avec les termes académiques qu'il faut pour que ça passe et que ça soit pratiqué très largement en Allemagne mais aussi en France. Opération chirurgicale de mutilation, il n'y a pas d'autre mot, c'est même le terme qui est utilisé, sur les parties génitales des enfants, garçons ou filles. Freud est formé à ça, c'est le terme qu'utilise Carlo Bonomi, c'est-à-dire qu'il a eu, on ne sait pas s'il a fait ces opérations, mais il y assiste, puisqu'il est élève, comme élève à Berlin.
Donc les termes qui sont utilisés, c'est excision, infibulation, enfin beaucoup de termes qui sont maintenant utilisés dans certaines religions, enfin la plupart, pour régler la question des différences sexuelles. Alors, je parle de ça parce que je pense que l'usage de médicaments pour les enfants, pour stopper l'agitation, j'ai envie de dire de plus en plus j'ai envie de dire l'excitation des enfants. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose, quand on dit que c'est pas toléré en ce moment, cette agitation, il y a aussi l'excitation, il y a aussi la sexualité infantile qui, même si elle est passée un peu comme ça, c'est maintenant considéré comme évident, y compris par la psychanalyse, donc on n'en parle plus trop, y compris quand on travaille en pédopsie. Voilà, moi je trouve que ces médicaments, il n'y a pas que la Ritaline, mais il y a beaucoup la Ritaline, servent aujourd'hui à ça, à effacer, puisqu'on parle d'effacer l'enfance, j'ai envie de dire, des machines à effacer la sexualité infantile. Et pour construire cette machine à effacer la sexualité infantile, il y a eu 3 hommes qui ont été très importants, qui ont travaillé très bien, qui ont très bien travaillé ensemble. Alors c'est un peu gênant de nommer comme ça quand on vient de parler de choses aussi horribles. Mais je pensais que Sandrine Deloche allait parler à propos de Pasolini, je pensais que tu allais dire son texte quand il dit « Je sais les noms ». Quand il décrit ce qui se passe en Italie et qu'il a envie de dire de renvoyer des gens un peu à la responsabilité. Je ne sais plus s'il finit un texte, je crois qu'il finit un texte en disant je sais les noms. Donc Karl Fischer, qui le patron, celui qui a créé un chimiste allemand d'origine, je crois, américain, qui a créé la grande firme Fischer, qui disait à ses employés « Je m'occupe des molécules, vous inventez des malades ». Bon, ça c'est... Là, donc ils cherchaient un... Après, il a fallu un chimiste. Le chimiste, c'était un Italien d'origine, Panizzone, je crois, qui a synthétisé le méthylphénidate, et après il fallait un nom pour commercialiser ce produit. Il l'avait déjà fabriqué avant de trouver à quelle maladie qui n'était pas encore inventée elle allait être associée. Et la femme de ce chimiste, vous savez peut-être qu'elle s'appelait Rita. Et c'est comme ça qu'ils ont nommé Ritaline. Donc moi, à chaque fois, je me dis, mais à quelle place il mettait sa femme quand même On ne sait pas ce qu'on a pensé Rita. Elle était très contente, je sais pas. Il y a un 3e bonhomme dont j'ignorais l'existence en 2011 à la sortie du bouquin, qui parle beaucoup de Ritaline. En agitant enfant, il n'y a pas question de ça, mais c'est question de l'histoire de comment la Ritaline est devenue si banale, si courante. Le 3e bonhomme, c'est Léon Heisenberg. Psychiatre américain, dans toutes les instances académiques de la pédopsychiatrie américaine. Il est mort en 2009, à 90 ans par là, un grand bonhomme de la pédopsie américaine. Il a travaillé avec Léo Kanner, ils ont écrit ensemble sur l'autisme, il était patron du journal ça, les psychiatries. Voilà, et ben c'est lui qui a inventé le SIG, le fameux SIG ADHD. C'est lui qui, parce qu'il travaillait avec le DSM, c'est lui qui crée le sigle ADHD, TDAH. Ben oui, en anglais, enfin lui il le crée aux États-Unis, ADHD, Attention Disorder, enfin, je sais plus. En français c'est TDAH. Et ben Léon, mon mère, à quelques mois de sa mort, vous avez lu ça récemment, c'est sorti récemment, moi j'en avais pas entendu parler. Pris de remords, il appelle un journaliste, alors je sais pas pourquoi, un journaliste de Der Spiegel. Pourquoi Der Spiegel, je crois. Merci Carlos, à cause du miroir. Pour faire ce qu'ils ont appelé une confession, c'est à l'article, ça s'appelle La confession du docteur.
Et il dit, il raconte sa participation à la construction du TDAH et de la Ritaline. Et il dit c'est un très bon exemple de maladie. Alors en anglais c'est fictitious, fictive, de maladie fictive, ou en allemand le terme c'est plutôt fabriqué, de maladie fabriquée. Donc il dit c'est un bon exemple. Et j'ai envie de le dire, voilà, avant de mourir j'ai besoin de dire c'est une maladie fabriquée, inventée, et il y en a plein d'autres, mais celle-là, j'ai ça sur la conscience, je meurs. Voilà, ces trois personnages. Moi, la question que je me pose souvent quand on parle comme ça et qu'on est dans une position plutôt de dénoncer un usage, alors, dénoncer des gens aussi, ça fait... de dire, c'est très embêtant, bon, ça n'empêche pas du tout la prescription de Ritaline. Voire, et c'est là où je vais commencer à me poser la question d'accepter ou pas d'en parler, ça dépend où, mais et de dire ce que ça peut faire et d'où ça vient. Voire, je pense que c'est plus que délibérément. C'est-à-dire que les gens qui utilisent ces produits auprès des enfants, enfin, des enfants, souhaitent les effets que ça a sur les enfants, pas les effets immédiats, mais les effets aussi à plus long terme. La revue Prescrire a montré qu'il y avait des problèmes de troubles cardiovasculaires, des effets sur la maturation sexuelle. Et c'est là où je vais revenir à Freud le pédiatre et au trauma, au choc qu'il a eu en assistant à ces mutilations. Je pense que ces produits-là, la Ritaline et d'autres produits qu'on donne aux enfants de plus en plus tôt, pour effacer, quoi, alors là on peut en discuter, la sexualité, l'excitation, les questions qu'ils posent, à leurs parents ou à la société. Je pense que c'est une mutilation, alors, je ne sais pas comment on peut mettre ça, mais une mutilation chimique, une mutilation comme, je pense qu'on revient, où on n'a pas quitté les années 1885 à Berlin, à Paris. Charcot s'était opposé à ça, Charcot a pris position dans un article contre ces opérations, comme quoi c'était vraiment pratiqué. 2 minutes. Voilà, donc je pense que c'est un vrai problème que de dire les effets que ça a, parce que ça peut encourager des gens qui veulent effacer la sexualité infantile, la leur, les souvenirs qu'ils en ont, et les effets que ça a dans le collectif. Ça peut les inciter à utiliser ces produits. Donc vous savez que la Ritaline, c'est un dérivé d'amphétamine, qui a un effet paradoxal. Mais la dernière fois que une société a distribué aussi largement et facilement des amphétamines à son peuple, enfin, c'était qui? Alors là, le point Godwin explose. C'était les nazis, puisque en 1933, ils distribuent des méthamphétamines dans les pharmacies, dans des petits tubes très jolis. Ça s'appelle la je ne sais plus le nom du médicament, mais pervertine. Il y a le mot. Merci. Voilà, c'était ça. Alors on pensait que là, il y a un bouquin qui vient de sortir là-dessus, ça s'appelle L'extase totale, et qui montre que c'est pas seulement les hauts dignitaires nazis qui prenaient ça, on le savait, qui prenaient beaucoup de cocaïne, beaucoup de speedant, et puis les armées de la Wehrmacht, les soldats de la Wehrmacht qui n'ont pas dormi pendant 3 jours grâce aux méthamphétamines et qui ont permis comme ça d'écraser la Pologne et la France. Et c'était aussi encouragé pendant un certain temps, à un moment donné, le pouvoir nazi arrête en disant que ça va pas, ça va plus. Mais pendant une dizaine d'années, sous le Troisième Reich, on prend des amphétamines, mais tout le monde en prend, et beaucoup. Il y a une espèce d'euphorie chimique. Bon, voilà. Bonjour, nous on se prend, je vais parler plus par rapport au contrôle, au changement en fait du métier d'enseignant, avec tous les apports du numérique, et nous à quel point on est démunis. Donc on nous propose ça comme étant la nouvelle solution, parce qu'effectivement on galère dans nos classes, on a beaucoup d'élèves, et on ne sait pas les gérer, on ne fait pas d'analyse des pratiques, on est seul, et il peut y avoir des traumatismes, enfin c'est difficile. Et on nous dit que le numérique arrive, donc on peut faire l'appel en temps réel, on peut tout mettre sur Biscolaire, un site où les parents peuvent aller fliquer leurs enfants. Comme ça, il y a vachement de confiance entre les enfants et les parents.
Donc ils savent exactement ce que les enfants ont à faire. On est tous devant un écran. On nous sollicite de mettre les devoirs devant un écran. On nous sollicite de les laisser en autonomie. Donc tous les mots de la pédagogie alternative, on les a maintenant, mais avec le numérique. Donc laissez-les en autonomie, mais c'est autonomie face à un écran. Donc c'est vraiment, il y a une transformation aussi du métier des enseignants. Et les discussions qu'on a en salle des profs, c'est pas une analyse des pratiques, c'est l'ordinateur marche pas en salle machin, j'arrive plus à faire l'appel en ligne, et c'est la préoccupation. Donc moi je suis toujours avec mes petits papiers roses, je dis mais ça marche, mais marquer les absents en papier rose, mais personne ne le fait. Et donc on s'est réunis en enseignant, c'est parti d'un collectif sur les moutons, on veut pas pucer les moutons, faut pas pucer dans le Tarn, puis c'est passé dans les travailleurs sociaux, qui eux aussi, tout leur travail est complètement dénaturé par le numérique à la démocratisation du travail du social, et des enseignants aussi qui se sont greffés à ce collectif, donc ça s'appelait Écran Total, des réunions. Et on a fait un appel où on dit que nous on ne veut pas utiliser tout ça, nous on veut moins d'élèves, on veut plus de moyens, on veut pouvoir avoir les mots pour parler à des élèves qui sont de plus en plus... il y a des cas, moi, franchement, j'aimerais bien en parler avec vous parce que je ne sais pas leur parler. Enfin, j'ai vu des petits au collège qui ne sont pas mes élèves à moi, mais je n'arrivais pas à leur parler, je ne savais pas comment... Ils s'étaient décousus, c'était... Donc, on s'est dit, nous, on ne veut pas ça, on refuse tout ça. Et donc, il y a un appel on l'a mis en ligne, même si on est contre le numérique, parce que c'est un peu... Vous pouvez aller regarder, ça s'appelle l'appel de Beauchastel, et vraiment, moi je me sens très isolée, je suis la seule à Paris, et quand j'en parle dans mon établissement, on me dit à chaque fois, tu retournes dans le temps de lampe à pétrole, c'est la seule réponse que j'ai. Donc si on arrive à trouver des gens, même sur Paris, ailleurs, qui soient dans ces démarches-là, ce serait super. Bonjour, moi je suis enseignante spécialisée. Donc je travaille, anciennement c'était les CLIS, maintenant c'est les ULIS-écoles. Voilà, et moi je voudrais dire que, je suis en perdition. Et que j'ai le sentiment que ma classe rend fou mes élèves, qui ne le sont pas forcément. Donc je voudrais assez rapidement vous raconter potentiellement le parcours d'un enfant qui arrive dans ma classe. C'est une classe qui peut recevoir 12 élèves. Ça peut aller d'enfants trisomiques à enfants autistes qui vont en hôpital de jour aussi, et dont la seule possibilité que j'ai, vu que je 12 élèves avec une AVS collective, et bon là je reçois un jeune enfant de 7 ans qui a découvert qu'il pouvait partir en courant et ouvrir la porte, un jeune enfant autiste, donc qui n'a plus que cet objectif-là. Je dis plus parce que comme on est tellement inquiet qu'il s'enfuit, on ne le regarde que comme un enfant qui peut s'enfuir, et que donc, vous voyez bien, quoi. D'enfants, typiquement un enfant qui, jeune, a été renvoyé en Afrique parce que sa maman ne pouvait pas s'occuper de lui, et qui donc est dans une situation qui aurait besoin d'un suivi et qui n'en a pas. Donc ça fait un peu une classe hétérogène et explosive. Et pour vous donner le parcours d'un enfant handicapé, reconnu comme handicapé, typiquement un enfant trisomique. Donc on ne va pas se demander, de tout temps, on va nommer ces enfants-là comme ça. Donc il va aller en maternelle. La première année ça va bien se passer. La deuxième ou troisième année, on va lui mettre une AVS, donc il va avoir quelqu'un tout le temps, presque tout le temps avec lui. Et puis, comme il ne peut pas faire plus de 4 ans en maternelle, on va potentiellement, pour inclusion, l'envoyer en primaire. Et là, moi, je suis dans une école de 360 élèves, une école privilégiée, dans le quartier, et je vois arriver un enfant qui a une maturité, on va dire, de 2 ans et demi, 3 ans, et qu'on jette un 1er septembre dans une grande cour de 360 élèves. Et là, il doit se débrouiller. Et il va avoir 2 heures de cantine avec, vous imaginez, aucun accompagnement ou presque. Et un enfant va lui expliquer que s'il se déculotte, ça fait rire les autres. Il va lui expliquer, il va lui montrer. Et il va plus faire que ça pendant 1 an. Voilà. Et puis, si on arrive à le garder dans ma classe, donc où il n'a plus cette AVS qui l'accompagnait tout le temps, donc il est à nouveau perdu.
On va un petit peu arriver à le faire monter, et puis on va dire quelle est son orientation. Et donc l'orientation idéale serait d'aller au collège. Voilà. Et puis le collège, d'accord, bon, il faut un niveau CE2, donc il l'a à peine. Et puis là, il y a une nouvelle loi qui dit que maintenant les élèves doivent aller dans leur classe de tranche d'âge. Donc ça veut dire qu'il doit aller, cet enfant qui va avoir atteint une maturité doit aller dans sa classe d'âge. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il était dans une classe traitée un peu comme un plus jeune, et il va aller en CM2 et revenir de temps en temps dans ma classe. Donc vous imaginez l'écart avec le CM2 sans AVS. Je ne sais pas toujours pour les AVS, mais c'est pour vous dire comment il a eu, il n'a pas eu, il a à nouveau. Il va aller en CM2, il reviendra de temps en temps chez moi. Voilà, et peut-être qu'il partira en 6e sans AVS et dans la 6e jeté normalement, voilà, sans AVS. Et pour finir très vite, l'emploi du temps de cet enfant dans ma classe, s'il a la chance d'être pris au CESAD, c'est il vient dans ma classe une demi-heure, il part 1 heure au CESAD, il revient 1 heure dans ma classe, il va 2 heures à la cantine où on ne s'occupe pas de lui, il revient un petit peu dans ma classe, il va au TAP, c'est-à-dire un espèce d'atelier machin, peut-être qu'il va retourner avec le CESAD, il va aller avec ses parents, et s'il a de la chance, il est en garde internée. Voilà, moi j'ai l'impression de leur enfant. Et moi je te dis. Oui, je pense que c'est important qu'on ait un témoignage d'école, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de soins dans l'enfance effacée. Et vous soulignez bien, il n'y a pas seulement la handicapisation des marges populaires, il y a aussi beaucoup moins de soins et du semblant. On est dans un semblant et de vos deux expériences. Un semblant où on n'a pas le choix, on fait, vous devez faire comme ça et c'est tout. Mais qui a décidé, on ne sait pas, et c'est sans débat. Pire encore, moi je trouve qu'il y a une confusion des places de chacun finalement. Enfin, je veux dire, tout le monde est de bonne volonté finalement, mais personne n'est à sa place. Enfin, idéalement, cet enfant, pour qu'il soit bien et bien dans sa tête, il faut qu'il soit dans un lieu de soins. Enfin, je trouve que quand même là, on essaie de nous faire croire. Enfin, on essaie de nous faire croire que l'école va pouvoir être un substitut du soin. Or, c'est pas possible. Enfin, moi, souvent, je suis aussi très en colère par la question des AVS et des inclusions, parce que c'est juste pas possible. Enfin, c'est demander à des gens pas formés de recevoir des angoisses terribles d'enfants très en difficulté. C'est là où je trouve qu'il y a une précarisation de tous bords, c'est-à-dire ce qu'on fait subir aux enfants, mais aussi ce qu'on fait subir aux professionnels. Et c'est là où se crée une violence et, à mon avis, une réelle barbarie, quand même. Et comment faire pour pas être complice de tout ça et à la fois d'essayer d'entourer le mieux possible. Mais c'est vrai que moi je suis très inquiète en tout cas de tout ce que je vois sur le terrain et qui se répète chaque jour. Ce matin, on a beaucoup parlé des lois et du transfert des lois et des compétences. En fait, c'est de ça dont il s'agit. Ça fait 30 ans que le médico-social et le social est malmené, l'éducation a les effets pervers de ce qu'on connaît nous dans notre secteur. Moi, je travaille en foyer de l'enfance. Ça fait plus de 15 ans qu'on dit qu'on nous transfère, on démantèle la psychiatrie, la pédopsie, la PJJ, et nous, on a les enfants, on a la résultante, en ayant 80% d'enfants non scolarisés, complètement mis à l'abandon. Et on a abandonné tout un pan, c'est la qualification. Et le personnel, on est en train de nous abandonner. Et on nous dit d'être le réceptacle. Moi, je n'ai pas réagi ce matin, mais je siège à l'ARS, à la commission santé, d'agrément, pour la CGT. Et je suis effarée d'avoir nos pères en face de nous qui ne disent rien. Parce que là, on ne s'est pas étendu sur le CEPOM et le mécanisme du CEPOM, mais c'est quand même tout le secteur associatif médico-social qui sont devenus nos grands employeurs, qui ont trouvé cet objet très intéressant des appels à projets. À l'aide sociale à l'enfance, nous ne sommes pas obligés de services publics hospitaliers, puisque je vous rappelle qu'on est des hospitaliers, nous ne sommes pas obligés de rentrer dans un CEPOM. Aujourd'hui, l'ARS Île-de-France, par le biais de notre directeur général, qui lui est entré dans le CEPOM pour répondre au marché. Et il le dit comme ça. Donc le rapport qui vient de sortir, je sais le décoder. Le CEPOM, c'est le contrat d'objectifs et de moyens. Je suis un peu émue, je l'ai déjà fait, on se connaît un peu, ça fait 20 ans que je suis un peu, je connais la naissance des 39. Oui, résister c'est bien, mais je pense qu'il faut nous libérer la parole, parce qu'on est aussi nous-mêmes dans un milieu virtuel.
C'est-à-dire qu'on fait semblant, on ne parle pas de notre propre souffrance, de nos savoir-faire et de donner sens à notre profession. On a complètement dévoyé le métier des éducateurs. D'ailleurs, on parle de pédagogie. Moi, je considère que je suis une éducatrice, je fais de l'éducatif. Très longtemps, on a contesté que nous faisions pas de soins, or que mon statut professionnel de salarié dit que je suis hospitalière. Bien sûr que je ne faisais pas de soins. Je vais vous donner juste un exemple et je m'arrêterai là. On a un poste de pédopsie qui est créé depuis 7 ans. Nous sommes à 300 mètres de l'hôpital d'Aulnay qui a 5 services de psychiatrie, qui a 10 lits de pédopsie. Jamais aucun pédopsychiatre n'a postulé même pour une vacation. Et nous avons un ITEP qui est à 200 mètres. Il y avait 30 places d'ITEP, or que nous, on a déposé il y a 5 ans la possibilité de faire rentrer des enfants de chez nous, puisqu'on a une école interne en ITEP et qui relevait d'ITEP, qui traînait depuis 5 ans à l'ASE, en rupture de placement. Je pense que dans la salle, il y en a un certain nombre qui savent ce que c'est que les ruptures de placement. Et aujourd'hui, ce qu'on nous demande de faire, c'est de trouver de l'hébergement en urgence. Dans le CEPOM, je viens de recevoir, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler, mais soyez attentifs, nous avons la loi HPST l'avait fait, les établissements sociaux ne sont pas obligés. La loi 2002 a une arme de destruction massive de nos établissements et des projets d'établissement, c'est qu'en plus nous sommes obligés dans les 7 ans de faire une évaluation externe. Là, et l'évaluation interne, on peut encore y glisser certaines démarches, mais dans l'évaluation externe, c'est un cabinet, nous, qui vient de rendre son verdict. J'ai dit à la fille du cabinet, on a exigé après 2 heures de grève pour avoir le résultante, c'est-à-dire le rapport, les organisations syndicales, ou en tous les cas les représentants du personnel qui siègent dans les CTE, c'est un peu la cuisine, mais comme ça, imaginez-vous dans un CE, dans la 66, on pourrait dire c'est impossible que les employeurs ne mettent pas un rapport d'experts dans les mains des représentants du personnel. Nous, ils ne voulaient pas nous le donner. Je l'ai lu en 48 heures. Je connais bien l'établissement, ça fait 20 ans que je fais partie d'une équipe qui se bat pour que la reconnaissance des foyers de l'enfance. Vous avez vu que le gouvernement vient de créer le Haut Conseil de la protection de l'enfance. Aucune organisation syndicale n'aura le droit de siéger. Les représentants du personnel n'ont pas de siège. Ça en dit long sur la démocratie. Mais je reviens à ce cabinet conseil. On a réussi à les rencontrer. Sur la forme et le fond, la loi, c'est très cadré. C'est sur la place de l'usager et quels sont les moyens et les outils que vous avez mis pour qu'ils soient pris en compte avec la parentalité dans un foyer de l'enfance. Donc, et leur objectif, c'est ce document sera remis aux financeurs, non pas à l'établissement. Et on a 15 jours pour faire nos observations de ce qu'ils ont repéré. Ils ont repéré une grande maltraitance institutionnelle, on est ravis qu'il ait écrit parce qu'on en est au 17e CHSCT, tant mieux. Grande maltraitance institutionnelle, rupture de moyens pour prendre en charge la population et méconnaissance des acquis du personnel. Je ne sais pas ce que ça veut dire, si ce n'est que c'est une bombe pour nous. Et il faut savoir quand même, et je vais vous donner la composition des équipes, il y a 10 ans, on s'est battu pour des professionnels qualifiés. Aujourd'hui, 30% de précaires. Nous sommes en Seine-Saint-Denis, donc on est sur ce territoire. En Seine-Saint-Denis, une équipe sur 2 aujourd'hui a 30% de précaires dans le corps des éducatifs, ce qu'on appelle le corps psychosocio-éducatif. Comment voulez-vous que on continue à se battre pour des équipes? Et c'est là où il faut qu'on se mette d'accord. Équipe pluriprofessionnelle, équipe pluridisciplinaire. Parce que sinon, les AVS, vous pouvez dire que c'est rien. Aujourd'hui, nous, on a quelque chose qui s'appelait les AMP qui sont rentrés en masse, et nous, on les a fait mettre dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de PR pour qu'on leur reconnaisse une place éducative. Aujourd'hui, il y a un nouveau mot que le ministère, parce que alors la plus grande manipulatrice de nos qualifs, c'est quand même Madame Touraine, de les appeler les AES, c'est-à-dire avec une confusion, puisque les AES chez nous, c'est les aides des services d'entretien, donc ils vont avoir la même appellation, et on en est à la dérive de les appeler les maîtresses de maison, vous avez dû connaître ça, et les veilleurs de nuit. Et aujourd'hui, dans le rapport du conseil d'experts, je leur ai demandé ce qu'ils faisaient comme métier. Ils
sont psychanalystes, psychologues du travail. Je ne vous dis pas les titres, allez voir. Je ne citerai pas le cabinet parce que je leur ai dit que nous, dans les organisations syndicales, on avait l'habitude de travailler avec des experts. Et je finis. Ce qui m'a attristé, c'est que dans la dérive, nous n'avons pas su, nous, au moment où nous avons eu en masse l'arrivée des AMP, les savoir les accueillir comme professionnels avec une formation, même si le contenu ne nous convenait pas, c'est le rapport à la division des salariés entre eux via leur qualification. Et est-ce que le diplôme a encore un sens quand on a bataillé sur le contenu du basculement dans nos diplômes universitaires? Voilà, je m'en arrêterai là, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à se parler, parce que je pense qu'ici, on est des militants de nos professions, on a envie, et ils nous rendent fous, Et le rapport, et je pense que la loi santé, ce n'est pas une loi de santé publique, c'est un pan qui bascule dans le privé marchand, et nous n'avons pas su, c'est pas le néolibéralisme, c'est aussi c'est sur le système anglo-saxon. Et ce n'est pas notre culture. Et la montée des fascismes et de la radicalité nous permet à nos gestionnaires de mettre en œuvre l'individualité et non plus le collectif. Merci. Je fais juste un commentaire. Alors, prenez votre traitement et si les symptômes persistent, insultez votre médecin. C'est un bon début. Et si votre médecin vous traite sans vous écouter, ben vous aussi traitez-le de ce que vous voulez. Hein. De con, de crétin, de trisomique, d'imbécile, d'autiste ou d'autres choses, vous verrez. Hein. Et alors là, vous verrez qu'il vous écoutera. Bon, l'humour c'est important, c'est un impôt pour les oiseaux. La poésie aussi, c'est un langage pour les oiseaux. Finalement, peut-être que la vraie fonction du médecin psychiatre est de presque rire. De nos jours, on empêche les hommes d'émigrer tandis que les mots migrent. Handicap est une catacrèse, hein, comme les couteaux qui deviennent tournevis, et dans catacrèse, il y a kata. Donc le mot handicap a voyagé, il vient de pays anglo-saxons, hein, tout comme le mot management, evidence-based medicine, ou encore week-end ou meeting. De là à dire que faire un meeting un week-end soit un handicap, bon, il n'y a qu'un pas. Alors je crois que le nombre que nous sommes ici prouve le contraire quand même. La psychiatrie organiciste avait de belles promesses. Et 70 ans après, pas de gènes, de molécules qui ont résolu le problème. Donc, des psychiatres organistes, il y en a plein, hein, il y en a même des très bien. Pierre de Lyon, par exemple, hein, malgré ce qu'on croit, Pierre de Lyon est un organiste. Il fait de l'orgue. Voilà, alors il fait de l'orgue et sans mort. Maintenant, les réunions à l'école s'appellent ESS. Alors, est-ce que c'est un rapport avec les SS? Bon, non, j'ai rien dit. J'ai pas fait de comparaison avec les nazis, pas du tout. Enfin, j'ai même pas dit le mot nazi, en fait. Enfin, c'est juste pour la rime à laquelle je m'arrime. C'est de la poésie, de l'humour, la licence poétique. Enfin, voilà. Parce que, bon, je précise, hein, parce que certains ont été inquiétés dans leur boulot pour avoir parlé de nazis. Enfin, voilà. La pédagogie, comme la psychanalyse, doit s'appuyer sur une autonomie qui n'existe pas encore. L'important, c'est de parler encore, parler depuis son corps. Alors, espace de flânerie, espèce de rêverie, espace ouvert à l'envers, l'envers du système actuel, car si je t'aime, je change système du système. Changer le rapport avec l'art et avec les gens, changer le rapport avec l'argent, changer le rapport aux mots et à soi-même, changer le rapport à la pensée, changer le rapport aux soins et à l'éducation. Alors, l'art, les gens, l'argent, les mots, soi-même, la pensée, le soin, l'éducation. Ça fait bien 6 thèmes. Alors, vous pouvez en rajouter d'autres, hein, si vous voulez. Alors, dans les labos de Fondamentol, ils inventent des molécules, mais ils cherchent après les maladies. Hein. Alors, la femme de celui qui a inventé la Ritaline s'appelait Rita. Moi, je me demande si sa fille ou son amante s'appelait Lynn. Non, en fait, la Ritaline, c'est un truc de mafieux italien, parce que Ritaline. En fait, Léon, il a fait ses confessions. Alors, vous savez, Léon, le film de Besson, là, avec Jean Reno. Donc Léon, c'est le nettoyeur, enfin l'effaceur, vous savez, l'effaceur de l'enfance. Bon. Alors il n'est pas le seul responsable, hein, bien heureusement, bah, il s'est confessé, bon, contrairement aux autres. Alors, pendant 10 ans, sous le Troisième Reich, tout le monde prend de la Ritaline, et on voit bien où ça les a menés. Alors, il y a eu un changement dans le métier d'enseignant, maintenant ça se passe derrière un ordinateur. Mais amis enseignants, rassurez-vous, c'est pareil avec les soignants grâce à la télétransmission.